Merci, Monsieur le Président. Je tiens au début à remercier les organisateurs de m'avoir invité pour parler du comptage tuberculeux et de la chimioprophylaxie. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens au début à remercier les organisateurs de m'avoir invité pour parler du comptage tuberculeux et de la chimioprophylaxie. En fait, comme ça a été bien dit, actuellement, dans le cadre de la prise en charge de la tuberculose et afin d'éradiquer cette épidémie, l'approche actuelle se base essentiellement sur le contrôle afin de pouvoir réellement la maîtriser. Et du coup, donc, c'est le fait de cibler l'infection active, particulièrement bacillifère, et les infections latentes afin d'éviter le risque de transmission ultérieure. Là, évidemment, comme vous le savez, la tuberculose reste une maladie assez répandue, touchant essentiellement donc l'Afrique subsaharienne et certaines régions de l'Asie. L'histoire naturelle de la tuberculose a été, au cours des dernières décades, représentée de la façon suivante. Donc, suite à l'introduction du germe, le plus souvent dans le cadre d'un contact familial, où 30 à 50% des personnes fortement exposées sont infectées, un virage ait lieu. Et ce virage ait lieu plus souvent au bout de quelques semaines, donc jusqu'à 3 mois. Mais habituellement jusqu'à la 8e semaine, le plus souvent. Et après cette introduction du germe, l'individu a un risque de 5% de développer une tuberculose maladie au cours des 2 premières années et 5% ultérieurement durant le restant de sa vie. Et donc, un risque global d'environ 10% de développer la tuberculose maladie durant toute sa vie. Mais en fait, la problématique est beaucoup plus complexe. Parce que, donc sur le nombre global de 7 milliards d'individus vivant actuellement sur Terre, on considère que nous sommes actuellement en train d'axer notre approche sur environ les 9 millions présentant une tuberculose active, dont presque la moitié présente une tuberculose bacillifère, donc contagieuse. Les autres localisations, comme vous le savez, étant pratiquement pas contagieuses pour l'entourage. Mais il y a un nombre plus important de personnes ayant des tests cutanés positifs ou des tests immunologiques positifs témoignant de l'existence d'un contact antérieur avec le BK et donc une primo-infection latente. Mais en fait, parmi ce groupe-là, il y a un groupe qui, donc ceci, c'est ce qui est connu. Donc les 9 millions et environ le tiers de la population mondiale ayant déjà une infection latente. Ce qui reste incomplètement connu, c'est le nombre exact de personnes ayant un haut risque de développer une tuberculose active. Et même les facteurs de risque changent avec le temps. Et deuxièmement, les individus ayant déjà présenté des tests cutanés positifs et donc un contact avec le BK, mais qui ont pu, vous voyez là en pointillé, qui ont pu négativer leur test et donc maîtriser la tuberculose infection. Ce qui reste encore inconnu, c'est le degré de protection contre une réinfection, une nouvelle réinfection par le germe. Et du coup, ce schéma simpliste est à modifier parce que, en plus, on considère actuellement que
suite à l'introduction du BK, donc suite à l'introduction du BK qui est favorisée par des facteurs prédisposants tels que l'HIV, où on considère que le risque est tellement majeur de développer une tuberculose maladie, c'est pratiquement 200 fois plus que l'individu normal, la malnutrition, le diabète, l'alcoolisme et des troubles inflammatoires. Donc, chez ces patients-là, ayant donc introduit le BK dans leur organisme, l'évolution va se faire soit vers le contrôle et la stabilisation, et donc l'élimination de la maladie, des germes, et donc l'absence de risque ultérieur en cas d'élimination de développer une tuberculose maladie, soit la progression rapide vers la maladie, ce qui se voit particulièrement chez les malades jeunes, particulièrement âgés de moins de 5 ans, ou les malades les plus immunodéprimés. C'est pourquoi on insiste sur le traitement de ces patients-là, particulièrement chez les enfants âgés de moins de 5 ans, même en l'absence de tests positifs lors d'un comptage évident. Mais pour le reste, l'évolution se fait de façon instable et on parle d'une maladie qui et d'un contrôle et d'un risque d'évolution vers la tuberculose maladie qui est variable avec le temps. Et plusieurs facteurs interviennent. Et dans ce cadre-là, on évoque, en plus de l'infection HIV évidemment, donc la survenue de malnutrition, la nécessité de prise de traitements diminuant l'immunité de l'organisme, le déficit en vitamine D. Par exemple, on a constaté dans certaines régions que suite à la diminution de taux de vitamine D secondaire à l'hiver, il y avait une recrudescence dans les mois qui suivent de la tuberculose maladie, les infections virales aussi. Donc c'est réellement une évolution instable dans le temps, avec la possibilité à n'importe quel moment de développer une tuberculose maladie. Bon, là, je n'ajoute rien en listant les groupes à haut risque de développer une tuberculose maladie. Donc, je parle là à un public averti. Mais je veux insister sur le problème des détenus. Dans les prisons, on considère que le risque de développer une tuberculose maladie est multiplié par 10. Et malheureusement, donc, il n'y a pas une stratégie claire dans notre pays concernant la prise en charge des détenus et la prévention de la tuberculose latente chez ces patients-là, chez le contact de ces cas index. Donc, entre l'infection et le développement de la maladie, plusieurs facteurs interviennent. Et comme je vous ai dit, donc il y a l'hôte, la source, et donc l'existence de tout, l'existence d'autres mécanismes entraînant l'extériorisation de droplets. Même l'organisme, c'est-à-dire le BK, semble varier génétiquement avec le temps. Et il paraît que le germe s'adapte selon les circonstances. Et réellement, sa virulence aussi. Et donc là, par exemple, en cas de tuberculose résistante, la virulence du germe est moins importante. Le problème, c'est que beaucoup d'études actuellement disponibles ont été réalisées dans des moments où il n'y avait pas de traitement réellement efficace, comme actuellement, ou bien dans des conditions assez particulières. Par exemple, on disait classiquement, et on continue à le dire, que celui qui présente une tuberculose bacillifère est contagieux pendant 2 ans, en moyenne,
avec la contamination d'une dizaine de personnes par an. Alors qu'actuellement, et ce en se basant sur des études qui ont été réalisées pratiquement entre 1920 et 1970, alors qu'actuellement, nous avons des traitements curatifs qui permettent de stériliser beaucoup plus rapidement. La proximité, les conditions de vie d'une façon générale sont moins propices à la contamination de l'entourage, comme c'était auparavant. Donc, réellement, les conditions ont changé. Donc, le schéma global qu'on peut retenir est le suivant. Donc, une infection tuberculeuse latente instable, avec une phase active subclinique pour passer à la tuberculose maladie. Et il est très important, comme ça a été bien dit, d'insister sur le fait d'agir précocement avant d'arriver à la tuberculose maladie et au risque de contagion, ce risque étant principalement déterminé par la tuberculose pulmonaire et la tuberculose laryngique. La primo-infection tuberculeuse latente, évidemment, donc, ça a été défini, c'est une infection où il n'y a ni signe clinique, ni radiologique, ni preuve bactériologique de tuberculose maladie. Et le diagnostic est posé essentiellement sur les tests immunologiques, à savoir donc, les tests cutanés et l'IGRA. Donc je passe rapidement, donc pas de symptômes, pas d'anomalie radiologique, et donc il faut réellement convaincre les médecins et les contacts de bénéficier de ce dépistage pour pouvoir détecter ces malades-là, avec beaucoup de problématiques posées dans beaucoup de pays concernant la rentabilité de l'enquête auprès de l'entourage. Donc je passe rapidement pour dire que donc, la tuberculose maladie est actuellement relativement prise en charge convenablement en Tunisie selon les recommandations de l'OMS. Mais le problème, c'est la prise en charge de la primo-infection tuberculeuse d'une façon générale. Et donc, la nécessité de dépister ces malades-là. Et ce dépistage ciblé de la primo-infection est, comme je l'ai déjà dit, est essentiel pour la prévention et le contrôle de la tuberculose. Il détecte les personnes qui pourraient bénéficier de traitement. Pour être rentable, il évite de dépister les groupes qui ne sont pas à haut risque de tuberculose, mais dans le cadre d'une stratégie visant l'élimination, tout peut changer avec le temps, et réduit la perte des ressources et évite les traitements inappropriés, particulièrement dans les pays où les ressources sont limitées. On peut schématiser les groupes à haut risque de développement de tuberculose maladie en distinguant la probabilité élevée d'entrer en contact avec les personnes ayant une tuberculose maladie. Et là, c'est essentiellement le comptage familial. Bon, il y a plusieurs propositions, par exemple le fait d'être en contact même en dehors du domicile, par exemple au niveau professionnel, etc., ont été proposés 8 heures, 120 heures, etc. Et deuxièmement, les personnes ayant des conditions cliniques majorant le risque de progresser vers une tuberculose maladie, donc particulièrement les sujets ayant un déficit immunitaire ou bien une immunité pas encore bien développée, telle que les enfants ayant l'âge de moins de 5 ans. Donc, concernant le premier groupe, avec la probabilité élevée, je pense qu'en Tunisie, nous devons axer sur les contacts étroits avec les personnes bacillifères. Et là, le domicile, la profession, et je pense qu'il faut réellement
penser aux prisons et à la prise en charge correcte des personnes contacts. Sur le plan professionnel, le personnel de santé, mais aussi le personnel exerçant dans les prisons, dans les foyers pour les sans-abri. Heureusement, nous n'en avons pas ici, mais les institutions sanitaires, et je pense là aux maisons de retraite. Donc ces gens-là doivent être ciblés. Dans les pays développés, les immigrants récents provenant de régions endémiques sont ciblés. Bon, chez nous, on commence à voir un nombre de plus en plus important d'Africains. Donc la contamination familiale. Pour les autres, donc, comme je vous ai dit, essentiellement les enfants et l'existence d'immunodépression secondaire à des traitements et particulièrement donc l'utilisation d'anti-TNF. Et certaines pathologies particulièrement donc laissant des cicatrices pulmonaires ou immunodéprimantes. Donc, bon, je suis obligé de réduire un peu parce que beaucoup de données ont été déjà exposées auparavant, donc concernant les tests cutanés, concernant l'IGRA. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut proposer est le suivant. Donc pour les tests cutanés, le seuil de positivité, c'est l'existence d'une différence résultat ancien, résultat récent supérieur à 10 mm, ou bien un résultat récent supérieur à 10 mm, surtout supérieur à 15 mm, si le BCG a été réalisé avant au moins une dizaine d'années, ou bien la positivation sur un contrôle à 3 mois, c'est-à-dire l'augmentation de plus de 10 mm, ou bien de 0 à positif. Évidemment, il y a des possibilités de faux négatifs, tels que suite à une infection virale, et il faut tenir compte de tout ceci. La proposition des tests en fonction des pays est réellement variable et en fonction des groupes à risque, mais ça aussi entre tests cutanés et IGRA. Évidemment, là, entre en jeu le problème des coûts et le problème de l'approche qui est actuellement de plus en plus en faveur de l'IGRA. Et donc, je passe là pour dire que parmi les propositions qui peuvent être exposées, c'est le fait d'évaluer le risque donc de développer une tuberculose active, oui, et donc là, on réalise ou pas le test cutané. Évidemment, en cas de contact, on réalise les tests cutanés en plus de la clinique. Si le test est négatif, généralement, au bout de 3 mois, on réalise un autre test, parce que si c'est positif, c'est que c'est la primo-infection. Si le test est d'emblée positif, il faut éliminer une tuberculose maladie, donc la clinique et la radiographie thorax systématiquement. Et de là, on décide, soit c'est le traitement de la tuberculose active, soit c'est le traitement de la tuberculose en tant que primo-infection, donc la tuberculose infection. Le PCG n'a pas de place. Le PCG n'a pas de place dans ce cadre-là. Je reviens au programme national. Et ceci est réellement problématique parce que notre approche recommandée par ce programme est la suivante. Donc les signes cliniques et ou radiologiques évocateurs de tuberculose. Si oui, évidemment, donc on cherche la tuberculose. Sinon, on revoit en cas d'apparition de symptômes et systématiquement à 3-6 mois. Donc, cette approche ne nous permet pas de diagnostiquer la primo-infection tuberculeuse latente. Et c'est une lacune très importante qu'il faut corriger. Chez l'enfant vacciné, l'approche diffère, mais globalement, donc vous voyez que par exemple là, chez l'enfant âgé de plus de 5 ans, et si l'IDR est négatif, on surveille et on évalue l'état du patient cliniquement sans refaire les tests, ce qui est à corriger. Et là, pour l'enfant âgé de moins de 5 ans,
la chimioprophylaxie ou le traitement en tant que tuberculose latente, ce qui, bon, globalement, après 3 mois, ça revient pratiquement à la même approche si on adopte INH Efadine, donc est recommandé. En fait, le traitement se base essentiellement sur cette étude-là, qui est très intéressante et qui montre que le fait, chez les malades ayant des tests cutanés positifs, le fait de les mettre sous isoniazide permet de réduire de façon très importante, d'environ 70%, le risque ultérieur de développer une tuberculose active. Et du coup, plusieurs schémas thérapeutiques ont été proposés et on peut les résumer sur cette diapo. INH 9 mois, INH 6 mois, INH rifampicine 3 mois, rifampicine seul 4 mois, INH rifampicine avec une prise par semaine, 12 doses sur 3 mois. L'approche initiale était un traitement supervisé. Actuellement, on a tendance à enlever cette obligation de supervision. Et toutes ces approches permettent de réduire le risque d'évolution vers la tuberculose maladie. Dans tous les cas, il est très important pour chaque patient d'évaluer le risque de tuberculose, évidemment les tests, et éliminer la tuberculose maladie. Et si la tuberculose est éliminée, de débuter le traitement si on confirme la tuberculose latente. Et il est très important d'insister sur le suivi et sur la compliance, parce qu'il y a un problème de compliance pour le traitement de la tuberculose pulmonaire latente. Beaucoup de malades ne sont pas tellement convaincus d'un traitement qui, pour une maladie qui n'entraîne aucun signe clinique. Et la prise en charge des enfants âgés de moins de 5 ans, parce que ces enfants-là risquent d'évoluer d'emblée vers une tuberculose grave, neuroméningée ou biliaire, donc pouvant laisser des séquelles ou entraîner le décès. La réalisation des enquêtes en Tunisie, donc sur une étude en 2013 réalisée dans le cadre d'un projet avec le Fonds mondial et sur 7 gouvernorats, malheureusement, seulement dans 73% des cas, cette enquête a été réalisée. Et il y a peu de cas dépistés de primo-infection tuberculeuse. Donc il faut réellement revoir aussi bien l'approche sur le plan donc recommandation et réalisation de ces enquêtes-là. Je conclue en disant que l'éradication de la tuberculose nécessite beaucoup d'efforts et nécessite de nouveaux moyens diagnostiques et surtout prédictifs. Une approche personnalisée qui reste actuellement assez difficile à prévoir parce que beaucoup de moyens nous manquent, un traitement moins contraignant et reste quand même un défi majeur. Et en Tunisie, nous devons réellement modifier notre approche pour aller vers une meilleure prise en charge de la primo-infection tuberculose, afin, comme je vous ai dit, de diagnostiquer précocement et d'éviter l'évolution vers la tuberculose maladie. Dans une étude de modélisation, le fait de prendre en charge 8% des personnes ayant une primo-infection latente permettrait d'ici 2050 de réduire 14 fois l'incidence de tuberculose maladie. Je vous remercie.